podcast 100% draft pour le site Dunk Hebdo, c'est Alan au micro et je suis très heureux de vous retrouver en 2019 pour parler de la draft avec vous. Tout d'abord, je souhaite, je pense au nom de toute l'équipe de Dunk Hebdo et puis au nom de One and Done de vous souhaiter une bonne année 2019. Voilà, c'est les us et coutumes, donc on passe par là. Une année où en fait, on va essayer de se retrouver le plus possible, que ce soit dans One and Done, dans le podcast, mais un peu Dunk Hebdo, même dans tous les autres formats du site. Voilà, Ross and Roll de Pierre, Profil qui va reprendre, je pense. Donc, on va se retrouver toute l'année encore une fois pour parler, échanger avec vous, proposer du contenu NBA, donc c'est top. Aujourd'hui, premier épisode de l'année 2019 pour One and Done. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un programme bouleversé du fait des nouvelles des derniers jours. Ces nouvelles, c'est les blessures et les potentielles annonces de fin de saison de deux joueurs qui sont projetés dans la loterie et même haut dans la loterie, potentiellement top 10, à savoir Bol Bol, le joueur d'Oregon, et Kevin Porter Jr., le joueur de USC. En fait, je voulais faire de base un épisode plus conséquent où je présentais un peu mon board. Voilà, premier épisode de 2019, on est à 6 mois la draft, présenter mon board, mais bon, les aléas ont fait que je parlerai de mon board un peu en fin d'épisode, mais que je vais plus développer les blessures de Bol Bol et de Kevin Porter Jr. et l'impact que ça pourrait avoir sur leur cote à la draft en quelque sorte. Donc je vais commencer par Bol Bol, ensuite Kevin Porter Jr. et ensuite voilà un peu l'état de mon board en le présentant sous forme de tiers, vous en avez l'habitude. On va commencer avec Bol Bol, le joueur d'Oregon. Ça a été annoncé jeudi soir avec un tweet de Shams Charania qui en fait a annoncé que Bol Bol était blessé et opéré, qu'il allait être opéré ces derniers jours. Il a été opéré avec une injection de 2 vis dans un os de son pied. Ça fait pas mal de temps qu'il joue pas Bol Bol. Il avait loupé des matchs déjà. Et donc fin de saison pour lui. Et selon son agent, il va totalement se concentrer sur la draft 2019 et entamer une grosse rééducation. Bol Bol, j'avais présenté un peu son profil dans l'épisode où je présentais un prospect par grosse cylindrée NCA. Vous pouvez aller écouter ça depuis. Voilà, on a vu des matchs de lui qui ont permis de dresser un peu plus son profil, d'avoir un échantillonnage de ce qu'il peut donner dans un futur en NBA. On rappelle son profil, 2m18, 105 kg, 2m34 d'envergure. Autant dire, on va l'appeler l'Albatros. Voilà, c'est impressionnant et quand on le voit sur le terrain, c'est ça. Il a joué 9 matchs en NCAA. Des stats il a une très belle feuille de stats. Si on regarde la feuille de stats, c'est 21 points, quasiment 10 rebonds, quasiment 3 contres, à 56% au tir, 52% à 3 points et 75% en lancer franc. C'est un peu une ligne de stats bizarre, mais c'est à très fière allure. Ça met en avant un joueur qui peut avoir un jeu offensif très 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 intriguant. Les matchs regardés de Bol Bol m'ont permis de voir un joueur très bizarre à évaluer. Donc les deux matchs que j'ai regardés, j'ai regardé des bouts de matchs, d'autres matchs face à Green Bay notamment. Oui, c'est pas une franchise NFL, c'est une fac. Mais c'est surtout les matchs face à Syracuse et à Iowa lors du Touquet Classic au Madison Square Garden. Et en fait, on a vu dans Bol Bol un albatros défensivement qui a un bagage offensif de très haute qualité. Cap de pull-up, il a un shoot, pick and pop, mais c'est un joueur qui est extrêmement étrange, c'est un peu un ovni. Ces 105 kilos, on les voit sur le terrain, et on les voit dans le mauvais sens, c'est pas du tout assez, c'est-à-dire qu'au contact, il prend vraiment cher quand on le voit en défense. Alors bien sûr, c'est un fort protecteur de raquette quand on a une envergure à 2,34, c'est sûr, mais il a vraiment du mal à résister au contact. Il doit vraiment prendre de la masse, c'est drastique parce que sinon il va se faire tamponner au NBA. Il a du mal face à n'importe quel intérieur plus puissant mais aussi plus rapide. Il a du mal à se déplacer latéralement. Très très grande difficulté à se déplacer latéralement et donc sur pick and roll il se fait tuer. Il se fait totalement tuer Bol Bol. Et voilà, ça met en avant un joueur on va le mettre en avant sa capacité de protection de cercle, mais c'est un bon défenseur intérieur, c'est pas juste un protecteur de raquette. C'est important, très important en NBA aujourd'hui, mais la capacité de bouger, la capacité d'absorber le contact, elle est aussi très importante. Et Bol Bol, il a vraiment du mal pour le moment. Il va falloir qu'il pousse à la salle, il va falloir qu'il y aura les programmes de nutritionnistes NBA sont excellemment faits, donc je me fais pas trop de soucis pour lui.
Après, offensivement, comme j'ai dit, c'est un joueur qui est très très fort, qui est pas très très fort, mais qui est très très intriguant parce que voilà, c'est un peu dans cette lignée des licornes modernes. Donc c'est sûr qu'à la draft, une équipe va adorer Bol Bol. Sam Veceni, qui bosse pour The Athletic, a écrit un très très bel article où il commence un peu son article en disant voilà, Bol Bol, c'est le joueur qui va faire virer qui va faire virer le JM, qui va faire virer des JM. C'est-à-dire que si tu le draftes et que c'est un bust, le JM va se faire virer, mais si tu le draftes pas et qu'il il s'avère être un énorme joueur, bah, le JM se fera virer aussi. C'est un joueur très intriguant dans la prochaine draft. Quelles sont les conséquences de sa blessure? Donc on sait qu'il a des soucis au pied, on le sait, depuis pas mal de temps. Là, il a cette blessure qui va lui faire rater la saison, mais pour moi, il peut profiter d'une classe plutôt faible, en dehors du duo Zion-Barrett. Les deux joueurs de Duke, c'est une classe plutôt faible, avec des joueurs qui déçoivent. Cam Reddish déçoit un peu. Nasir Little sort du banc à UNC, déçoit un peu. Quentin Grimes est devenu un fantôme à Kansas. Même un joueur comme Romeo Langford, dont je suis pas le plus grand fan, pour moi, il a montré des choses intéressantes, mais il y a des choses dans son jeu qui fait que je ne peux pas le drafter hyper haut non plus. Donc en fait, tous ces joueurs, ils ont plutôt perdu des points et de la marge dans les 2 premiers mois NCAA, tandis que Bol Bol, lui, bon, la marge, il a perdu parce que physiquement, on voit qu'il a des soucis. En plus, il est blessé, mais ce qu'il a montré sur le terrain, une équipe peut aimer ça à la loterie et le drafter haut. Il peut aussi profiter voilà, de la recherche de licorne qui est de plus en plus recherchée en NBA de nos jours. On a vu les années précédentes, Jonathan Isaac, Mo Bamba, c'est des joueurs qui ont été draftés haut. Et il y a une équipe qui va tomber amoureuse de Bol Bol. Je le sens. C'est un feeling que je peux avoir. Surtout aussi, dernier argument, que le poste 5, pour le moment, Bol Bol, c'est un joueur qui est un peu différent de tous les autres joueurs dans cette draft. Et c'est surtout un joueur qui est différent des autres postes 5, en quelque sorte. Dans les boards, les mock drafts sérieuses et les joueurs qu'on peut regarder, on a des joueurs qui sont principalement défensifs au poste 5. Daniel Gafford d'Arkansas, que j'avais présenté dans le top 10 des joueurs qui se retournent NCAA. Charles Bassey, le freshman de Western Kentucky. Jackson Hayes, qui est un joueur qui monte énormément, qui joue du côté de Texas. Donc en fait, Bol Bol, il va leur passer devant parce qu'il a un bagage offensif en plus. Si on voit John T. Porter, le frère de Michael Porter, comme un 5, il peut être vu dans la même classe offensive que Bol Bol. C'est des joueurs qui sont forts offensivement. Mais John T. Porter, il n'a pas joué toute la saison et il ne jouera pas parce qu'il s'est blessé avant la saison. Donc, Bol Bol est de facto, je pense, le pivot numéro 1 dans quasiment l'intégralité des boards. Mais les questions de blessure, les questions de durabilité, les questions de déplacement latéraux défensifs sont très présentes pour moi. Ce qui fait que Bol Bol, voilà, sa saison est terminée. On a 9 matchs à regarder pour vraiment voir ce qu'il vaut. On verra aussi lors du combine et compagnie. Mais il devrait être en loterie. C'est juste dommage qu'on puisse plus le voir. Mais il faut surtout qu'il se remette bien parce que le souci de blessure, c'est très très délicat. Deuxième joueur, qui est dans la même conférence d'ailleurs, parce que Bol Bol est du côté d'Oregon, dans la Pac-12, c'est Kevin Porter, le joueur de USC, l'autre fac de Los Angeles, avec UCLA. Et donc lui aussi, il est blessé. Mais comme Bol Bol, en fait, Bol Bol, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Kevin Porter Jr., on n'est pas sûr. Kevin Porter Jr., il a joué que 5 matchs avec USC cette année. Il n'a pas joué depuis le 20 novembre. Il a joué un total d'un peu moins de 130 minutes. Et tout ça, c'est à part une entrée de 6 minutes contre Nevada début décembre. En fait, il est revenu pour 6 minutes début décembre. Il est ressorti et après on l'a plus revu. C'est un joueur très très intriguant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Allez voir ces 2 matchs face à Texas Tech et face à Vanderbilt. Franchement, c'est très très appréciable de voir Kevin Porter Jr. C'est une recrue qui était un peu en deçà des autres. La Bol Bol, c'était un top 10, top 5 limite, top 100 lycéens. Kevin Porter, lui, il était 40e selon ESPN du top 100, 28e pour 24/7 Sports, 16e pour Rivals, qu'il avait mis très haut. Mais c'était pas un top 10, un top 20 dans pas mal de top 100 lycéens. Mais il a très vite fait de très belles choses à USC. Les 2 matchs, comme je dis, 2 matchs très intéressants face à Vanderbilt parce que vous pouvez aussi regarder Darius Garland en face qui lui aussi est blessé. Donc ça fait quand même 3 joueurs de la loterie qu'on verra potentiellement plus de la saison. C'est quelque chose de notable.
En un peu plus de 20 minutes, il tourne à quasiment 12 points, avec des pourcentages de tir honnêtes, 35% à 3 points notamment, avec quasiment 3,5 tentatives par match. Il a montré ça en 5 matchs, donc c'est plutôt intriguant. Son profil, il fait 1m98, 99 kg pour une envergure à 2,10. L'envergure à 2,10, c'est vraiment notable, hein, parce que ça se voit quand il est sur le terrain. C'est un vrai combo guard moderne. J'ai vraiment apprécié regarder Kevin Porter Jr. et j'ai été surpris dans les deux matchs où il y avait une opposition de qualité. Je pense que c'est les deux matchs qu'il faut regarder. Donc c'est Vanderbilt et Texas Tech. Et c'est vraiment un joueur qui, il y a une expression aux États-Unis qui dit ça, il saute de l'écran. On le voit en fait, on voit lui. Parce que ce qui sort de son jeu, c'est un bagage offensif de très très grande qualité. Et surtout, ça c'est très drôle, c'est ce que j'ai noté en premier dans mes notes, c'est sa surutilisation du step back. Il adore utiliser son step back pour créer son tir. Il a une facilité balle en main telle que ce genre d'action elle est simple pour lui. Il a une mécanique de tir moyenne mais en constante amélioration qui fait que il utilise super bien son step back et ça lui permet de marquer vraiment beaucoup de paniers. C'était vraiment le cas, surtout face à Texas Tech. Sa mécanique, comme je dis, en constante amélioration, je trouve que ça portait un peu de bas et de côté, mais il tend à corriger cela. Et il a parlé dans une interview de vouloir chercher toujours à améliorer pour avoir une meilleure gestuelle, donc ça serait vraiment très bien. C'est un joueur très intriguant qui peut, sérieux, il peut devenir un très très fort joueur offensif. Il a tout. Sur les 5 matchs qu'il a montré, il a potentiellement tout. C'est du potentiel, mais c'est très très intéressant. Il a montré un bagage offensif de haute voltige, un super jump, capacité de scoring et de playmaking. Il est très fort en transition. C'est un joueur qui, je pense, peut devenir très fort. Et lui, c'est un peu dommage qu'il soit blessé, parce qu'il aurait pu bénéficier de jouer encore cette année en NCAA. Franchement, ça serait pas si mal qu'il revienne. On sait pas. On va voir comment ça va se passer dans le futur. On parle au conditionnel, mais s'il revient, il a quelque chose à faire. Parce que je pense qu'il baissera pas dans les boards, mais au vu de ses attributs, de ses qualités, et au vu de la densité de cette draft, qui est pas énorme après Zion et Barrett, il pourrait vraiment monter. Dans des mock drafts que j'ai faites pendant les vacances pour m'amuser, il était top 5 et il peut se glisser plus haut, ça dépend du fit avec certaines équipes. Il est déjà très haut, mais il aurait pu monter un peu plus en montrant d'autres qualités. Parce que la classe elle est plutôt faible et parce que voilà, certains d'autres de ses concurrents, comme je les ai prénommés auparavant, n'ont pas fait des débuts de saison exceptionnels. Pardon, Kevin Porter, lui, il a fait 5 matchs de haute voltige, ça a été le freshman un peu sensation au début, tout le monde en parlait. Et depuis, voilà, la hype a un peu baissé parce qu'il joue plus. Mais si on regarde bien les matchs qu'il a fait, c'est très très intriguant. Et dans pas mal de mock draft, pas mal d'analyses, pas mal de boards, il est top 10 facile, top 5, même parfois top 5. Donc c'est très intéressant, on verra s'il revient. En tout cas, c'est deux joueurs, Bol Kevin Porter Jr., qui s'ajoutent à Darius Garland, potentiellement 3 joueurs de la loterie qui joueront pas ou qui joueront plus en NCAA cette saison. C'est un peu délicat. Je pense que je les représenterai avant la draft avec une analyse vraiment plus profonde, mais c'était vraiment pour un peu vous présenter pas vraiment les profils de Ball et Porter Jr., plus l'impact que peut avoir leur blessure sur leur cote à la draft. C'est vraiment ça que je voulais faire ici. On va finir peut-être par mon board, c'est-à-dire qu'on pourrait parler du board avec des tiers. Et pour moi, j'ai 5 tiers sur les... J'ai un peu limité à la loterie, donc je dois avoir une quinzaine de joueurs. Bien sûr, j'en ai beaucoup plus après, mais là, c'est vraiment un peu le board loterie. Début janvier, j'ai dans mon tiers un Zion. C'est-à-dire, il est tout seul. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette draft. Il a distancé RJ Barrett. Il est le meilleur joueur de cette draft et il est tout seul dans son tiers. C'est-à-dire que si j'ai le choix numéro 1 de la draft, je me pose aucune question, je prends Zion. Bon, je suis arrivé à cette conclusion-là. Donc, Zion tout seul dans son tiers numéro 1. Tiers numéro 2, j'ai aussi un seul joueur, c'est RJ Barrett. C'est-à-dire qu'il est un peu décevant par rapport à Zion dans son utilisation dans le collectif de Duke, mais ça reste un super joueur. Et c'est un super de consolation au numéro 2. Si jamais pour l'équipe il se retrouve derrière le numéro 1 et qu'il ne peut pas prendre Zion, prendra RJ Barrett. Alors bien sûr il a des problèmes, ça va être très intéressant de voir les prochains mois et je pense qu'il y aura de très beaux débats sur RJ Barrett, mais pour moi il est tout seul dans son tiers. Donc tiers numéro 1 Zion, tiers numéro 2 RJ Barrett. Tiers numéro 3, j'ai 5 joueurs.
J'ai Cam Reddish et Nasir Little, deux ailiers qui viennent de Cam Reddish de Duke, Nasir Little de UNC. Eux, ils sont un peu là par respect de leur coach d'avant-saison. Et parce que tout ce qu'ils ont montré avant, c'était des très très forts lycéens qui sont des postes 3-4, qui shootent. Cam Reddish, qui shoot. Nasir Little, lui, il shoot pas très bien cette année en NCAA, mais physiquement, il a des attributs qui font le bonheur de pas mal de scouts. Eux, je les ai un peu par respect, c'est-à-dire que ils m'ont pas montré grand-chose cette année en NCAA, mais ils sont là parce que c'est des profils où on voit ce qu'ils peuvent donner en NBA, clairement. Dans ce tier 3, en plus de Reddish et Little, j'ai Kevin Porter Jr. Comme je l'ai dit, franchement, pour moi, il est dans ce tier-là. C'est-à-dire, il peut être top 5. J'ai Bol Bol, comme j'ai pas auparavant, même si j'étais à la limite de le mettre dans le tier 4. Donc, c'est un peu un débat. Et en plus de Bol Bol, Kevin Porter Jr., Nasir Little et Cam Reddish, j'ai Ja Morant, le meneur de Murray State, dont j'ai parlé la dernière fois, qui, franchement, s'affirme comme le meneur numéro 1 de cette classe. Ça, on l'avait pas vu venir. Enfin, tout le monde vous dira oui, on l'a vu venir, je le connaissais. Personne ne pouvait dire que Ja Morant allait potentiellement être top 10 de la draft et le meneur numéro 1 de cette classe. Il s'inscrit potentiellement comme ce joueur-là. Il est dans ce tiers-là, il a un énorme buzz autour de lui, donc il est là. Dans le tiers d'après, tiers numéro 4, c'est-à-dire que là j'ai 7 joueurs dans le tiers, dans les 3 premiers tiers. Tiers numéro 4, j'ai Jared Culver, qui est un joueur très très intéressant, un ailier de Texas Tech, qui a fait un très bon match face à Duke notamment. Capacité de scoring en isolation qui était méconnue l'an passé. Franchement, l'an passé, Texas Tech, ils avaient lui et Zaire Smith qui sortaient du banc. Zaire Smith a profité de sa cote il a surfé sur sa cote pour être sélectionné haut à la draft. Jared Culver cette année, il peut même faire mieux et être dans le top 10. C'est un joueur très très moderne, c'est le leader de Texas Tech cette année. Vraiment très intéressant à voir. Donc lui, dans ce tier 4, j'ai Sekou Doumbouya, Cocorico, notre français, dont il va falloir que je regarde en détail ces matchs de ces matchs européens. C'est pas toujours ma tasse de thé, vous le savez, mais on va le faire pour un petit peu regarder comment va Sekou Doumbouya. J'ai Keldon Johnson, joueur de Kentucky, poste 2 de Kentucky, qui va beaucoup mieux en ce moment. Du côté des Wildcats, j'ai Romeo Langford. Je suis pas tellement fan de Romeo Langford, c'est un peu par respect que je le mets là aussi. Je pense que je vais avoir de gros débats sur Romeo Langford dans les mois qui viennent. Et j'ai DeAndre Hunter, joueur de Virginia, un ailier très très intéressant. J'ai vu 2-3 matchs de lui cette année. On avait vu beaucoup de bons matchs de lui l'an passé. Joueur très très intéressant. C'était mon prospect numéro 2 de retour en NCAA pour l'année. Et franchement, joueur très très moderne, qui défend très très bien, qui a vraiment grandi, j'ai l'impression, physiquement. Donc c'est un joueur qui mérite d'être dans ce tiers numéro 4. Et dans le tiers numéro 5, donc pour les joueurs qui sont hors de mon top 10 pour l'instant, donc Darius Garland et Trey Jones, deux meneurs. Darius Garland, Vanderbilt, il va plus jouer de la saison. Trey Jones, Duke, qui ne fait que monter parce que il fait des très bons matchs, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement dans les choix qu'il fait du côté de Duke. Et on sait l'importance d'avoir un bon meneur backup en NBA. Il peut être ce joueur dès sa première année, je pense. Surtout dès sa deuxième. Il aura sûrement besoin de temps d'adaptation, mais c'est un joueur très intriguant. J'ai aussi Nickel Alexander Walker, dont j'avais parlé dans le top 10 de retour en NCA, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander, qui fait une très belle saison du côté de Virginia Tech. Et j'ai les deux intérieurs de Gonzaga, Rui Hachimura, et non pas Killian Tilly, parce que Killian Tilly n'a pas joué la saison, mais Brandon Clark, qui est un joueur qui venait de San Jose State, qui a transféré du côté de Gonzaga, et qui est un joueur extrêmement intéressant, qui ne fait que monter, qui est un joueur super pour la NBA moderne. Je pense que ma voix part un petit peu là, donc je m'en excuse. Mais voilà, ces deux joueurs-là, Hachimura et Clark, sont à suivre. Petite mention pour Jackson Hayes, dont j'ai parlé dans le petit segment sur Bol Bol, qui est un joueur du côté de Texas qui lui aussi ne fait que monter. Les intérieurs du côté de Texas, depuis quelques années, sont très appréciés par la NBA. Mo Bamba, Miles Turner, Jarrett Allen. Jackson Hayes, ça pourrait être le nouveau sur cette liste. Voilà. Ce board, il n'est pas du tout définitif. Il va faire que changer. Je trouvais ça plus intéressant de faire un board qu'une mock draft, même si j'ai déjà fait des mock drafts de mon côté et ça pourrait être intéressant. Si vous voulez une mock draft, dites-le moi. Mais je trouvais que le board c'est plus intéressant parce que on n'a pas encore les
les choix de loterie, même peut-être qu'après la trade deadline, je pourrais faire une mock draft en épisode, ça pourrait être intéressant. Donc dites-moi en commentaire, c'est avec joie. Et puis on va se retrouver, je pense, très très vite pour un nouvel épisode où là, on a peut-être plus de détails sur un board et peut-être surtout des débats sur des joueurs un petit peu plus précisément. Donc moi je vous dis salut et à plus.